Parce que oui. Oui. Ok. Alors déjà, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'ARN? Déjà, ça veut dire quoi? ARN. Acide ribonucléique. Ouais, c'est ça. Vous êtes un peu plus réveillés que les élèves de ce matin avec ça. Donc l'ARN, c'est le produit de la transcription de l'ADN. Ok? Et quel est l'intérêt de détecter de l'ARN, à votre avis? Plusieurs réponses possibles. Si quelqu'un veut se lancer. Bon, je vais répondre à votre... Alors, savoir quels gènes sont transcrits. Savoir quels gènes sont transcrits, maintenant, c'est ça. Donc, il y a plusieurs intérêts à détecter de l'ADN. Le premier, c'est déterminer si un gène est exprimé ou non. Et c'est aussi connaître à quel endroit ce gène a été exprimé, connaître son territoire d'expression. Un deuxième intérêt, c'est pouvoir quantifier l'expression d'un gène. Pour cela, on va utiliser la RT-qPCR. Donc, on va voir ensemble ce que c'est qu'une RT-qPCR dans les diapos suivantes. Et puis, ça permet aussi, pour un même gène donné, savoir quel type de transcrit alternatif on a pu avoir en utilisant des jeux d'amorces différents. Donc ça sera, on va voir ça dans l'exercice 3 de ce TD. Donc, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que ces transcrits alternatifs, donc on part d'un ADN. Sur un ADN, on a des gènes, ici, représentés en jaune. Donc, après une transcription, on obtient un pré-ARN messager. Donc, sur ce pré-ARN messager, on peut observer des exons, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qui sont séparés par des introns entre chaque exon. Suite à un épistage alternatif, on va obtenir des ARN messagers matures, donc comme ici ou ici, et cet épistage alternatif va pouvoir permettre d'enlever ou de garder certains exons. Comme ici, dans cet exemple-là, on a gardé l'exon 4. Dans cet exemple-là, on a enlevé l'exon 4. Et donc, après traduction, on obtiendra des protéines qui peuvent être différentes, avec une fonction différente en fonction de l'épistage alternatif qui a été réalisé. Donc, à votre avis, quelles techniques permettent de détecter des ARN? Il y a 4 techniques principales. Est-ce que vous pouvez m'en citer une? Sachant que je viens d'en parler d'une dans la diapo juste avant. Ouais, RT-PCR, c'est ça. C'est bon, je peux passer à la diapo suivante du coup. Northern blot, ouais. D'ailleurs, c'est par la technique de Northern blot que l'on va démarrer cette réponse à cette question. Donc, ici, dans ce tableau, je vais vous décrire en fait ces 4 méthodes qui permettent de détecter les ARN. Hybridation in situ, oui, c'est bon. Donc, on va voir les principaux avantages de la technique. On va voir sur quel matériel biologique on peut travailler avec ces méthodes-là. On va voir quelles sont les principales étapes de ces méthodes, la spécificité et avec quoi on révèle le signal. Donc, si on commence par le Northern blot, donc ça, vous l'avez vu normalement en cours, donc ça permet de séparer des transcrits, donc des ARN, en fonction de leur taille et en fonction aussi de leurs abondances relatives. Donc, ça permet de mettre aussi en évidence des transcrits alternatifs, puisque les transcrits alternatifs auront perdu des exons, ils seront plus courts. Donc, s'ils migrent en fonction de leur taille, ils pourront migrer plus ou moins loin
en fonction du transfert alternatif que l'on a. Donc, ce Northern blot, on le fait sur un extrait d'ARN total de cellules ou de tissus. C'est vraiment un mélange de cellules, un mélange d'ARN total. C'est vraiment tous les ARN que l'on retrouve dans une cellule ou un tissu. Pour ce faire, on fait une électrophorèse sur gel dénaturant. Et cette électrophorèse-là, les bandes que l'on obtient en électrophorèse, on les transfère sur une membrane pour la révélation avec une sonde. Voilà, on détecte avec une sonde d'oligonucléotides. Et enfin, la révélation se fait soit par fluorescence, soit par radioactivité, soit par activité enzymatique. Cette sonde-là, elle est couplée à différents dispositifs, soit de la fluorescence, soit de la radioactivité, soit une enzyme. Donc, ce Northern blot, c'est vraiment séparer sur un gel les transcrits, les ARN, en fonction de leur taille. Ensuite, une autre technique pour détecter des ARN, c'est l'hybridation in situ. Donc là, on ne va pas aller travailler sur la longueur de ces ARN, ni sur l'abondance de ces ARN, mais on va essayer de localiser ces ARN, ces transcrits, dans une cellule, dans un tissu ou dans un organe. Donc, ça dépend du matériel sur lequel on travaille, mais souvent, on fait des coupes de ces tissus que l'on va fixer sur des lamelles. Et donc, ces lamelles-là, ensuite, on va aller détecter les transcrits en ajoutant une sonde nucléotidique qui est couplée à un fluorochrome, de la radioactivité ou une activité enzymatique. Donc, ce sont vraiment des lames sur lesquelles on retrouve des tissus. Et donc, en fonction de l'endroit où le transcrit se situe, on aura une fluorescence dans tel organe, dans tel organe, dans tel tissu, ou tel cellule. Donc là, on regarde vraiment la localisation. Là, on identifie leur taille et leur abondance. Et troisième technique, c'est la RT-PCR. Donc, c'est une technique qui est semi-quantitative. Là aussi, on va aller regarder, seulement l'abondance de ces transcrits. Donc, on travaille, comme pour le Northern blot, sur un extrait d'ARN de cellules et de tissus. Les principales étapes, donc, c'est une extraction des ARN de ces cellules et tissus. Ensuite, on fait une reverse transcription. Donc, on passe d'ARN à des ADN complémentaires. Donc, c'est vraiment une inverse, l'inverse d'une transcription. Une transcription, c'est passer de l'ADN à de l'ARN. Une reverse transcription, c'est de l'ARN à de l'ADN. L'ADN que l'on obtient, on l'appelle de l'ADN complémentaire, ADN-C. Et sur ces ADN complémentaires, on peut faire des PCR classiques, l'amplification de l'ADN, en utilisant des amorces spécifiques au transcrit sur lequel on va travailler. Donc, on a bien des amorces qui vont aller se fixer sur un transcrit entier. Et enfin, après cette amplification, après cette PCR, on peut faire une électrophorèse sur agarose classique en utilisant comme révélateur du BET que l'on révèle sous une lampe UV. Donc ici, on parle d'aspect semi-quantitatif parce qu'on va pouvoir, grâce au gel d'électrophorèse, en fonction de l'intensité des bandes que l'on aura, si on a une intensité forte, on pourra dire qu'on a eu beaucoup de transcrits. Si on a une intensité faible, on pourra dire qu'on a peu de transcrits. Mais on peut juste dire, par exemple, que par rapport à une condition contrôle, on a 50 fois plus de transcrits ou 50 fois moins de transcrits. On ne peut pas donner une valeur numérique. D'où l'intérêt de la RT-qPCR, cette fois-ci, qui a un aspect vraiment quantitatif, qui permet de numériser en fait la quantité de transcrits que l'on a. Donc, ça permet d'avoir un niveau d'expression d'un gène en regardant le nombre de transcrits. On a un gène, transcription, et du coup, le nombre de transcrits d'ARN que l'on a, le transcrit, permet de dire quel a été le niveau d'expression du gène associé. Là, on travaille aussi sur des extraits d'ARN totaux, de cellules et de tissus, comme pour la RT-PCR. Donc, toujours pareil, on fait une extraction des ARN.
on fait une reverse transcription, on passe des ARN à de l'ADN complémentaire, sur lesquels on va réaliser une PCR, une amplification, avec des amorces spécifiques du transcrit sur lequel on veut travailler. Et ensuite, on révèle par fluorescence. Donc, vous avez dans vos diapos 16, 18 et 20 de votre cours d'autres éléments récapitulatifs de tout ça. Donc, juste pour conclure sur cette diapo, donc vous avez bien le Northern Blot pour identifier la taille des transcrits et leur abondance, l'hybridation in situ pour identifier où est-ce qu'on a nos transcrits, dans quel type de tissu, dans quel organe, à quel endroit, et une RT-PCR et RT-qPCR qui permettent de quantifier un transcrit d'intérêt. Alors, on passe à la diapo suivante. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc là, on va se concentrer sur le Northern Blot. Donc, quel type de gel et quelles conditions d'électrophorèse sont utilisées et pourquoi? Qui veut me répondre? On en a parlé dans la diapo juste avant. C'est un gel SDSphage? Un gel, pardon, j'ai pas entendu. SDSphage? Plus généralement, quel type de gel on utilise? Plastique, non. On utilise un gel d'agarose. Donc, on fait une électrophorèse sur un gel d'agarose. Il y a une spécificité. Ce gel d'agarose, comment il est? On en a parlé dans la diapo juste avant. Dénaturant, voilà, c'est ça. Merci, Juliette. Donc, c'est un gel d'agarose en conditions dénaturantes. Les agents dénaturants qu'on peut utiliser, par exemple, c'est le formaldéhyde. Donc, pourquoi on est dans des conditions dénaturantes? C'est pour casser les structures secondaires de l'ARN. En fait, sur notre électrophorèse, sur notre gel, on veut différencier les transcrits, les ARN, en fonction de leur taille et pas en fonction de leur structure secondaire. Donc, il faut dénaturer les ARN, donc supprimer, casser les structures secondaires pour ne pouvoir travailler que sur la taille de ces ARN, de ces transcrits. Il y a une autre chose aussi à prendre en compte lorsqu'on travaille avec des ARN, c'est du travail en conditions RNase-free. Les RNase, en fait, ce sont des enzymes qui sont présentes sur l'ensemble sur l'ensemble des surfaces sur lesquelles vous travaillez au laboratoire. Il y en a également beaucoup sur vos mains. Et donc, il faut travailler en conditions RNase-free puisque ces enzymes-là vont dégrader les ARN. Les RNase. Donc, il faut faire très attention de ne pas en mettre dans vos tubes au laboratoire, sinon vous allez avoir ce qu'on appelle des smears. Vos ARN vont être dégradés et on ne pourra pas bien avoir des bandes sur vos gels d'agarose. Voilà pour cette première question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au fur et à mesure. Allumez vos micros. Question B. Comment les ARN du gel sont-ils transférés et fixés sur une membrane de nylon qui sera ensuite mise en contact avec la sonde marquée? Donc ça, normalement, vous l'avez vu en cours aussi. Est-ce que vous avez une idée de comment ça fonctionne? Pour marquer en fait ces ARN, une fois qu'ils ont migré sur un gel d'agarose, on va les passer sur une membrane de nylon pour pouvoir ajouter la sonde marquée. Comment fait-on pour faire passer ces ARN du gel sur la membrane? Pas d'idée? Alors, normalement, vous avez vu ce genre de schéma. Donc, la réponse est par capillarité. Donc, en fait, ici, sur ce schéma, on vous a représenté ici un liquide de transfert dans un bac. Au-dessus, on peut mettre du papier Whatman.
va venir récupérer ce véhicule de transfert et pouvoir le faire passer par capillarité vers plusieurs couches de papier absorbant. Donc ici, en gris, vous avez votre gel sur lesquels on migré vos ARN en fonction de leur taille. Ils en ont plus ou moins loin. Et au-dessus, vous avez la membrane de nylon. Et donc, par capillarité, vos ARN vont se fixer sur la membrane. C'est ce que je dis là. Et ensuite, pour fixer définitivement ces ARN sur votre membrane, vous allez faire une exposition aux UV de votre membrane. On appelle cette étape l'étape de cross-linking. Okay. Il n'y a pas de question. Je vais passer à la question suivante. Donc, c'est l'exercice 3. Donc, dans cet exercice, on va faire donc un gel d'agarose et ensuite, on fera deux passages sur membrane pour aller identifier des ARN, des transcripts. Donc, le contexte. Donc là, on travaille sur une maladie génétique que l'on appelle polycystic liver disease. Donc, PCLD. Donc, en fait, liver, c'est pour foie. Donc, c'est une maladie du foie dans laquelle on retrouve des kystes polycystiques. Donc, c'est une maladie qui est à transmission autosomale dominante et qui est causée dans plusieurs familles par la délétion de plusieurs exons dans le gène PRKCSH, donc un gène qui code pour une protéine kinase. Et donc, ce gène-là est composé de 7 exons et code pour donc, la protéine hépatocystine. Donc, on a une maladie, on a identifié le gène causal de cette maladie, celui-ci, et on sait que ce qui donne la maladie, c'est en fait, je vais vous l'expliquer ensuite, juste ce gène-là qui cause cette maladie est composé de 7 exons. Pour travailler sur cette maladie, un modèle souris a été développé. Donc, un modèle qui travaille sur ce gène PRKCSH. Donc, ce sont des souris qui sont hétérozygotes. Elles ont, pour ce gène, 2 allèles différents. Soit une allèle PRKCSH+, qui est l'allèle wild type, c'est-à-dire l'allèle sauvage, naturel, qui ne donne pas la maladie. Soit une allèle PRKCSHNS, donc ça, c'est l'allèle qui donne la maladie. C'est l'allèle mutante. En fait, cette allèle porte une délétion des exons 4 à 6 de ce gène. Au départ, le gène est composé de 7 exons. Et dans l'allèle délétère, l'allèle mutante, on a l'exon 4 et 6 qui a été enlevé, qui n'est pas présent. Donc, ces souris développent de multiples kystes dans le foie. Donc, ces souris ont bien la maladie. Donc, l'allèle mutante provoque bien la maladie. Et donc, on a analysé les foies d'une souris sauvage, wild type, c'est-à-dire une souris qui a les 2 allèles plus, les 2 allèles wild type qui ne donnent pas la maladie. Et on a analysé aussi les foies d'une souris mutante, c'est-à-dire qu'il y a un allèle qui ne donne pas la maladie et l'autre allèle qui donne la maladie. Donc ça a été réalisé par Northern Blot en utilisant une sonde radioactive qui correspond à la séquence complémentaire de celle de l'exon 1 de l'ARNM PRKCSH. Donc, la sonde, en fait, elle va aller se fixer sur le premier exon du gène sur lequel on travaille. Et donc, les résultats sont présentés ici dans la figure 1. Donc, ici, on a la coloration au bromure d'oxydium qui est révélée avec des UV sur un gel d'électrophorèse dénaturant, avec, dans la première piste ici du gel, l'échelle d'ARN, qu'on appelle M. Et à côté, on a les ARN totaux, vraiment tous les ARN des cellules de foie de souris wild type, des souris qui ne sont pas malades, et NUT, des souris qui sont malades. En B, ici, on a l'auto-radiographie du Northern Blot traité avec la sonde radioactive pour l'exon 1 du gène PRKCSH. Donc, c'est bien sur le gène sur lequel on travaille. Donc, une sonde qui se fixe sur l'exon 1.
Et ici, on sait, on ne travaille plus sur le gène qui nous intéresse, mais on travaille sur un autre gène, la GAPDH. Donc, on utilise une sonde qui va aller se fixer sur ce gène-là, GAPDH. Dans les deux cas, on a toujours le wild type et le mutant. Donc, question 1, donc, sur cette figure A, à quoi correspond, à votre avis, les deux bandes blanches très intenses ici que l'on retrouve sur les deux pistes wild type et mutant? Quelqu'un a une idée? Donc, ce sont des bandes très intenses. Alors, c'est certainement un ARN qui est produit en très grande quantité, un transcrit qui est produit en très grande quantité dans les cellules. Est-ce que vous connaissez des ARN qui sont produits en très grande quantité dans les cellules? Les ARN messagers, on me dit, oui, ils sont produits, mais il y a des ARN encore plus produits dans des cellules. Polymérase non. ARN ribosomaux. Enfin, il y a plusieurs façons de le dire. C'est ça, Maya. On a les ARN ribosomiques. Moi, j'appelle ça des ARN ribosomiques. Mais on peut parler aussi d'ARN ribosomaux. Donc, on a A3KB ici, du coup, pour les deux, hein, wild type et mutant, on a les ARN R16S. Et A5KB, donc juste au-dessus ici, les deux bandes ici, très intenses, correspondent aux ARN R28S. ARN petit r, le petit r, ça veut dire ribosomique. Donc, ces ARN ribosomiques, en fait, sont des constituants principaux des ribosomes, et on sait qu'on a beaucoup de ribosomes dans des cellules. Donc, 80% en général de l'ARN total d'une cellule, en fait, correspond aux ARN ribosomiques, d'où l'intensité des deux bandes. Oups. Question 2. Toujours sur cette figure, à votre avis, à quoi correspond la coloration blanche ici, celle-là, là, qui ne donne pas de bande franche et distincte sur les pistes wild type et mute? À quoi ça correspond à votre avis? Personne? Vous êtes un peu timide, hein? Donc, je vais vous donner la réponse. Donc, c'est un smear. En fait, ça correspond à de l'ARN dégradé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire très attention quand on travaille avec de l'ARN, puisque les RNases peuvent facilement dégrader vos échantillons. Et dans ce que l'on retrouve ici, ce smear-là, en fait, ce sont plein de petites molécules d'ARN dégradées qui viennent donner cette coloration sur votre gène. Question 3. En B, quelle hypothèse pouvez-vous proposer pour expliquer les différences de bandes révélées avec la sonde de l'exemple 1 du gène PRKS-CSH en wild type versus mute? Donc, ici, on a bien la membrane issue de... donc, c'est là, c'est bien une membrane qui est issue en fait de ce gel d'électrophorèse. Et donc, cette membrane a été révélée avec une sonde spécifique à l'exon 1 du gène d'intérêt, le gène PRKCSH. Donc, ce qu'on fait lorsqu'on a une image comme ça, c'est qu'on peut déjà juste décrire ce qu'on voit. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien me décrire ce qu'il voit dans la piste wild type ici?
vous pouvez allumer vos micros. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a qu'une seule grosse bande à 8 KB. Voilà, c'est ça. À ton avis, à quoi correspond cette grosse bande à 8 KB? Sachant qu'on utilise une sonde sur l'exemple 1 du gène PRK-CSH. Alors, je vais t'aider un petit peu avec ce schéma. Donc, ici, je vous ai représenté au niveau de l'ADN génomique l'allèle wild type. Donc, on a bien une séquence d'ADN de ce gène PRK-CSH et cette séquence d'ADN est composée de différents exons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec des introns entre les exons. Pour cet allèle wild type, on garde tous les exons lorsqu'on fait la transcription et l'épistage alternatif. Donc après transcription, on obtient cet ARN messager avec les 7 exons. Et donc, lorsqu'on utilise la sonde qui est dirigée vers l'exon 1 de ce gène, la sonde vient se fixer ici. Et donc, on peut observer une bande pour le wild type à 8 KB, puisque cet ARN-là, messager, est en fait de 8 KB. OK. Qu'est-ce qu'on observe sur la piste MUT pour mutant? Juste ce qu'on observe. Bah, du coup, on observe deux bandes, une bande à 8 KB et une bande à 1 KB, et elles sont plus fines. OK. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que là donc c'était l'allèle wild type, l'allèle qui ne confère pas la maladie. Ici, on a l'allèle mutante, et donc d'après l'énoncé, on disait que l'ADN génomique chez les mutants est composé seulement de 4 exons, puisqu'on a perdu, on a eu une délétion des exons 4, 5 et 6. Donc finalement, après transcription, on obtient des ARN messagers et on peut y mettre deux hypothèses. La première, c'est qu'après épistage alternatif, on a gardé l'exon 1, 2, 3 et 7 pour un total d'1 KB. Ou l'hypothèse 2, on a fait un épistage alternatif et on a même supprimé l'exon 7. Donc, il nous reste que l'exon 1, 2 et 3. Au niveau de cette allèle mutée, au niveau de ces ARN messagers, on a toujours la sonde qui vient se fixer sur l'exon 1 de l'ARN messager. Mais dans ces deux cas, on a des bandes qui vont sortir à 1 KB et pas à 8 KB, puisqu'on a une délétion. On a une séquence d'ARN plus courte. D'où cette bande ici à 1 KB. Donc ça, c'est pour l'allèle muté. Et pourtant, on observe aussi une bande à 8 KB. Pourquoi? Donc ça, ce sont des souris pour lesquelles on a la mutation. Alors si je reviens à l'énoncé, d'après l'énoncé, ces souris, ce modèle de souris, en fait, est hétérozygote. Donc, on a bien deux allèles différentes. Une allèle sans la délétion et une allèle avec la délétion. C'est pour ça qu'on observe deux bandes, une à 1 KB, ça c'est pour l'allèle qui a eu la délétion et qui a permis d'obtenir des transcrits délétés sans les exons 4 à 6. Mais dans ces mêmes souris, on a toujours l'allèle wild type et donc on a toujours la bande à 8 KB qui est plus fine que dans les wild type puisque en fait on a divisé par 2 le nombre de transcrits à 8 KB. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est clair? Si c'est clair, on va continuer. Donc, question 4. Là, on passe sur la figure C. Donc, pourquoi on a utilisé la sonde GAPDH sur le même Northern Blot? Donc, comment interpréter le résultat?
Donc, avec notre même gel d'agarose, on l'a transféré sur une autre membrane. Et dans ce cas-là, on a utilisé une autre sonde. Ce n'est pas la sonde qui est sur l'exemple 1 du gène qui nous intéresse. C'est une autre sonde qui, elle, va se fixer sur un gène GAPDH. Pourquoi avoir fait ça, à votre avis? Qu'est-ce qu'on observe déjà sur notre image ici? Non, c'est pas pour savoir où a eu lieu la délétion. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un gène de ménage? Alors, on observe bien une bande épaisse à 6 kb pour les deux. OK. En quoi c'est un gène de ménage? Donc, ce qu'on observe bien, c'est deux bandes à 6 kb de même intensité, aussi larges l'une que l'autre, que ce soit dans le wild type ou que ce soit dans les animaux avec une allèle mutée. En fait, c'est un contrôle de charge. En fait, la GAPD, c'est un gène de ménage. En fait, normalement, les ARN issus de la transcription de ce gène-là sont identiques, quelle que soit la condition. Donc, c'est un ARN ubiquitaire. C'est un témoin, en fait. On est obligé de faire ça pour valider l'expérimentation, en fait. Normalement, dans les deux cas, le niveau d'expression de ce gène-là doit être identique, que ce soit pour les échantillons traités ou non traités. Ça permet de valider l'expérimentation en montrant bien que la migration sur l'électrophorèse a fonctionné. Donc, on a bien les deux bandes au même niveau pour les deux. Et ça permet de voir aussi qu'on a bien transféré les ARN sur notre membrane de manière identique, à la même intensité pour les deux. Et en remarque, on peut dire aussi que l'expression de la GAPDH, en fait, n'est pas affectée par la mutation. D'où l'intérêt d'utiliser ce gène-là. Si le gène avait été affecté par la mutation, on n'aurait pas pu l'utiliser comme contrôle, comme témoin. Donc, il faut toujours mettre un contrôle lorsque vous faites des Northern blots. Sinon, vous ne pouvez pas conclure sur ce que vous avez montré ici sur cette figure-là. Vous ne pouvez pas conclure que chez les mutants, en fait, on a deux allèles. Et donc, un allèle du gène qui donne un ARN à 8 kb et un allèle du gène qui donne un ARN à 1 kb, puisqu'on a eu une délétion dans cet ARN-là. Madame, oui. J'ai pas bien compris, ça vérifie le fait que ce soit pas contaminé ou j'ai pas compris en fait le témoin. Non, en fait, ce témoin, on utilise un gène, donc GAPDH, on connaît ce gène et on sait que ce gène, il est toujours exprimé de la même manière dans toutes les cellules, que ce soit des souris mutées ou des souris sauvages. Et en fait, l'objectif ici, c'est d'avoir les bandes qui sont au même niveau, donc bien à 6 kb, et de même intensité. C'est surtout ça. Il faut que nos bandes ici soient de même intensité. Puisque l'on sait que ce gène-là, dans toutes nos souris, il est toujours exprimé de la même manière. Si on avait eu une intensité différente, ça aurait pu expliquer, ça aurait pu nous montrer que, par exemple, on a eu un problème lorsque vous avez déposé votre échantillon. Peut-être que pour les animaux mutants, vous avez mis moins d'ADN, moins d'ARN, pardon, moins d'ARN dans le puits. Et donc là, on aurait vu que cette bande était moins intense. Et donc, on n'aurait peut-être pas pu valider les résultats ici, que les résultats dont on avait envie d'avoir, dont on voulait avoir les résultats. Par exemple, ici, on n'aurait peut-être pas vu les bandes, puisqu'on n'avait pas déposé la même quantité pour les mutants que pour les wild type. Et ce contrôle-là aurait pu nous le dire. Il nous aurait dit, attention, là, la bande, elle est plus faible,
Donc, vous avez peut-être moins bien chargé vos puits et il y a eu un problème. Donc, vous ne pouvez pas conclure sur vos résultats précédents. C'est plus clair comme ça? Oui, merci beaucoup. OK. Donc, question 5. Pour tester l'hypothèse proposée en question 3, l'hypothèse, c'est je reviens, c'était ici. Bon, ces deux hypothèses-là. Soit un ARN messager avec l'exon 7, soit un ARN messager sans un exon 7. Donc, pour tester cette hypothèse, vous allez utiliser une technique de RT-PCR. Donc, on vous demande de faire le schéma des ADN complémentaires de PRKCSH qui pourrait être généré à partir des ARN totaux de fois, soit des souris wild type, soit des souris mutantes, et de positionner les différents couples d'amorces que vous utiliseriez pour cette RT-PCR. Donc, la technique de RT-PCR, donc c'est à partir des ARN totaux, vous allez reconstruire des cDNA, des ADN complémentaires. Et sur ces ADN complémentaires, vous allez pouvoir faire une PCR, une amplification. Pour faire cette amplification, cette PCR, vous avez besoin d'amorces. Donc, l'objectif de ces RT-PCR, c'est d'utiliser des amorces qui sont chevauchantes entre une liaison exon-exon. Pourquoi? Parce qu'en utilisant des amorces qui sont chevauchantes, vous allez pouvoir amplifier seulement des cDNA issus d'ARN, pas des ADN génomiques. Puisque les ADN génomiques, entre les deux exons, vous avez l'intron. Donc, l'amorce ne peut pas venir se fixer. Deuxième objectif, c'est d'utiliser des exons qui sont des amorces qui sont sur des exons différents. Donc, comme je vous présente ici sur ce schéma. Donc ici, vous avez l'allèle wild type. Ensuite, on pourra parler de l'allèle mutante. Mais concentrons-nous d'abord sur l'allèle wild type. Donc, après transcription, on obtient cet ARN avec tous les exons, puisqu'on n'a pas eu de délétion, un ARN de 8 kb. Donc, ce que l'on veut faire, nous, c'est une RT-PCR, donc il faut qu'on choisisse des amorces. Pour choisir ces amorces, on les fait chevauchantes, du coup, entre deux exons, comme par exemple cette amorce ici, que l'on a appelée X pour exon 1,2, qui est entre l'exon 1 et l'exon 2. On peut choisir une autre amorce dans l'autre sens, une amorce sens et une amorce anti-sens pour faire une PCR. Cette amorce-là, elle est chevauchante entre l'exon 1, 2 et l'exon 3. Mais on pourrait choisir d'autres amorces sur d'autres exons, comme l'amorce X, 6, 7 sur l'exon 6 et 7. Et donc, on voit bien que quand on fait une PCR, si on prend ces deux amorces-là, on va avoir une amplification de l'ARN messager qui sera d'abord rétrotranscrit en ADN complémentaire. Et on va amplifier une séquence qui est d'ici du début de cette amorce jusqu'à la fin de cette amorce. Donc, une séquence d'ADN de cette longueur-là, donc pas très longue. Par contre, si on utilise cette amorce ici avec cette amorce ici, X6, 7, eh bien, on aura une séquence amplifiée qui est beaucoup plus longue, donc du début de cette amorce jusqu'à la fin de cette amorce. Et donc, ces différentes longueurs de séquences amplifiées vont pouvoir nous dire quel type d'exon on a ou pas dans nos ARN. Puisque si l'on utilise ces mêmes amorces sur des allèles mutantes, sur des ARN messagers de nos allèles mutantes, donc avec notre hypothèse 1 ou 2, on n'aura pas les mêmes longueurs de séquences amplifiées. Par exemple, si on utilise ici l'amorce 1, 2 avec 6, 7, on a bien amplification d'un segment assez long, alors que sur un ARN messager de l'hypothèse 1, on a bien notre amorce 1, 2 qui va venir se fixer. Par contre, l'amorce 6, 7 ne peut pas se fixer, puisque dans l'allèle muté, on a eu une délétion des exons 4, 5 et 6. Donc l'amorce 6, 7 ne peut pas se fixer parce qu'il manque l'exon 6. Elle pourrait se fixer un tout petit peu sur le 7,
Et comme on n'a pas le 6 à côté, elle ne peut pas en fait se fixer. Donc, il n'y a pas d'amplification dans ce cas-là. Donc, en faisant le bon choix de ces bonnes amorces, on va avoir des profils de migration qui sont différents en fonction de quel type d'allèle on avait au départ. Une allèle wild type ou une allèle mutée avec l'hypothèse 1 ou l'hypothèse 2. Wild type, muté hypothèse 1, muté hypothèse 2. Donc, comme je vous disais, ici, par exemple, si l'on prend l'amorce 1, 2, 2, 3, donc celle-ci et celle-ci, on a amplification d'une petite séquence. Donc, une séquence qui peut migrer loin dans notre jet. Si on prend l'amorce 1, 2 avec 6, 7, donc celle-ci avec celle-ci, on a amplification d'une séquence plus longue. Donc, il peut migrer moins loin dans le jet. Ici, on a l'amorce 1, 2 et 7. Donc, l'amorce 1, 2 ici avec l'amorce 7, c'est-à-dire une amorce qui n'est que dans l'exon 7. Elle est un peu plus loin que l'amorce 6-7, donc on aura une séquence amplifiée qui est un petit peu plus longue qu'avec les deux amorces précédentes. Donc, ici, une bande qui a migré moins loin puisque plus longue. Ici, ça serait l'amorce 1-2 avec l'amorce 3-7. Donc, l'amorce 1-2 sur le wild type, elle peut se fixer. Par contre, l'amorce 3-7, elle ne peut pas se fixer parce qu'on n'a pas eu la délétion. L'exemple 3 est ici, l'exemple 7 est ici. Elle ne peut pas se fixer un petit peu là et un petit peu là. Elle peut se fixer par contre dans notre allèle muté avec l'hypothèse 1. Elle est ici, cette amorce 3, 7. Puisqu'on a eu la délétion, elle peut se fixer sur les exemples 3 et 7. Donc, en comparant nos profils de migration, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes profils entre les allèles. Et du coup, on peut identifier si on a une allèle wild type, si on a une allèle mutée avec notre hypothèse 1, c'est-à-dire avec l'exemple 7, ou si on a une allèle mutée avec l'hypothèse 2, donc sans l'exemple 7. Ici, si on regarde un petit peu ce qui se passe, on a bien une amplification avec les deux amorces exemple 1, 2, exemple 2, 3. Par contre, on n'a pas d'amplification pour toutes les autres, puisque, par exemple, ici, on a l'amorce 1, 2 qui peut venir se fixer, mais l'amorce 6, 6, 7, qui, elle, ne peut pas, puisque les exemples n'existent pas. Est-ce que c'est clair? On peut passer à la suite. Est-ce que vous avez des questions? Ok, on va passer à la suite. Exercice 4. Donc, pour l'import nucléaire, les macromolécules ayant un poids moléculaire de plus de 400 kDa ont besoin de transporteurs spécifiques de la famille des importines bêta-1. Donc, l'analyse fonctionnelle d'une importine bêta-1 spécifique a été entreprise par une approche d'interférence ARN. Des cellules de drosophiles ont été incubées en présence d'un ARN double brin complémentaire à l'ARN messager de l'importine bêta-1. Donc, une expérience de Northern blot a été réalisée et les résultats sont présentés dans la figure 1. Donc, figure 1 vous dit que ce Northern blot des ARN provenant de cultures contrôle, donc piste 1 et 2, le contrôle, ou piste 3 et 4 qui ont été incubées, des cellules qui ont été incubées avec de l'ARN double brin, qui est dirigé contre le transcrit de l'importine bêta-1, piste 3 et 4. Pour révéler tout ça, on a utilisé une sonde radioactive spécifique du transcrit de l'importine bêta-1. Donc, question 1, c'est expliquer brièvement le but et le principe de l'ARN interférence en général. Donc, c'est le cours que normalement vous avez eu hier. Donc, l'interférence à l'ARN, en fait, c'est un mécanisme cellulaire naturel chez les eucaryotes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement. À quoi ça sert? Ça sert à inhiber l'expression de gènes avec une grande spécificité de séquence grâce à de petits ARN non codants de taille réduite. Donc, ce sont des petits ARN d'environ une vingtaine paires de bases. Donc, ça inhibe l'expression d'un gène.
ça diminue la transcription d'un gène en ARN. Donc, il y a deux étapes de ce mécanisme. Donc, je vous présente ici, mais que normalement, vous avez eu hier, mieux présenté. Donc, une étape d'initiation. Et la deuxième étape, c'est l'étape effectrice. Donc, l'étape d'initiation, en fait, ce sont les petits ARN double qui sont les petits ARN double brin interférents qui sont générés à partir d'un grand ARN double brin grâce à l'action de Dicer. Donc, ici, vous avez le grand ARN double brin. L'action de Dicer va produire de petits ARN double brin d'environ 20 à 25 paires de bases. Ensuite, deuxième étape, l'étape effectrice, c'est l'obtention d'un ARN interférent simple brin via le complexe RISC, donc pour RNA Induced Silencing Complex. Donc, comme on le voit ici, à partir de ces ARN double brin, on obtient un ARN simple brin grâce au RISC. Et donc ensuite, ces petits ARN simple brin vont être dirigés, guidés vers l'ARN messager cible qui doit être bloqué. Donc, pour bloquer la traduction. Pour bloquer cette traduction, grâce à ces petits ARN simple brin, on peut avoir deux types, un blocage traductionnel ou alors un clivage de l'ARN messager. Vous avez différents types d'ARN interférents, ARNI. Donc, vous pouvez avoir les micro-ARN, miRNA, ou de petits ARN interférents, comme on appelle aussi Small Interfering RNA ou siRNA. Alors ça, c'est naturel dans les cellules eucaryotes. Nous, au laboratoire, on peut produire aussi, par synthèse in vivo ou in vitro, ces petits ARN interférents. Et l'objectif, en fait, c'est de les utiliser comme outils pour nos recherches. En fait, on va utiliser l'interférence d'un gène pour aller analyser ses conséquences phénotypiques chez une souris, par exemple, et pouvoir en déduire la fonction du gène. Donc, le gène est transcrit en ARN. Cet ARN, on ajoute un interférent, donc qui vient bloquer sa traduction. Et donc, on peut comprendre à quoi servait le gène de base en identifiant des phénotypes différents. Donc, on peut les produire in vitro de manière chimique en utilisant des bactéries ou des phages. Tout ça, normalement, vous l'avez vu en cours, mais je ne vais pas développer ici. Donc, ça, c'était juste pour vous rappeler quelques noms de ces de ces ARN interférents. Donc, là, il y a les shRNA, Small Fpin RNA, miRNA, micro, DS pour double strand et SI pour small interfering. Donc, question 2. Donc, on revient à l'exercice. Donc, à quoi correspondent les deux bandes ici entre 21 et 25 nucléotides dans les échantillons 3 et 4? Et comment est-ce que les ARN correspondants ont été générés? Donc, si on reprend un peu ce qu'on a sur cette figure, donc on a 4 pistes. Les deux premières, ce sont des cellules contrôle, donc une culture contrôle, et les deux suivants, ce sont des cellules qui ont été incubées en présence d'un ARN double brin qui est dirigé contre les transcrits de l'importine bêta 1. Donc, pourquoi dans ces pistes 3 et 4, on observe ces bandes ici entre 21 et 25 nucléotides? Est-ce que quelqu'un a un début d'explication? Non? Allez, on se lance.
d'après ce que je viens de vous expliquer sur cette diapo aussi. On a des cellules qui ont été incubées avec un ADN double brin, ici. Et on observe sur l'image un signal entre 21 dp et 25 dp. À quoi pourraient correspondre ces bandes de 21 dp et 25 dp? La bande de 21 BP pourrait correspondre à l'ARN double chaîne, un double strand. Je sais Donc, je répète. On a des cellules incubées avec des ARN double brin ici. Donc, le complexe, l'action dister va pouvoir être efficace. Ils vont pouvoir prendre cet ARN double brin qui est dirigé contre l'ARN de l'importine bêta, ce qu'on veut regarder. Et donc, cette action dister va former des ARN I, des ARN interférents double brin de 21 dp, d'environ 21 dp. Donc, est-ce que ce ne serait pas ce que l'on observe ici? La réponse est si. Donc, c'est bien ce qu'on a fait dans la piste 3 et 4. On a bien des cellules incubées en présence d'ARN double brin, en présence d'ARN double brin, et donc la production des siRNA, des ARNI, de 21 à 25 paires de base peut être faite grâce à l'enzyme Dicer qui a clivé le grand ARN-DB que l'on avait donné à la culture. Ce grand ARN qui est dirigé contre la protéine bêta-1, l'importine bêta-1, celle que l'on, qui est dirigée contre le transcrit de l'importine bêta-1. C'est ce qu'on regarde. OK? Question 3. Comment pouvez-vous expliquer l'absence de bandes noires dans les deux premières pistes ici? À votre avis? Donc là, il faut relire ici. Hein. C'est noté. Hein. Personne? Donc, dans les deux pistes, on vous dit là que ce sont des cultures contrôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas incubé en présence d'ARN double brin. Donc, on ne peut pas avoir production d'ARN interférent de 21 à 25 paires de bases par l'enzyme Dicer. En fait, c'est notre contrôle négatif. OK? S'il n'y a pas d'ARN double brin, il n'y a pas d'ARN interférent. C'est notre contrôle négatif. Culture. Contrôle sans incubation avec de l'ARN double brin. Question 4. Pourquoi n'y a-t-il pas un signal correspondant à l'ARN messager de l'importine bêta-1 qui a une longueur autour de 600 paires de bases dans ces échantillons? Quand on vous dit bien qu'on utilise une sonde radioactive spécifique du transcrit de l'importine bêta-1. Donc, bien sûr, cette sonde elle va pouvoir se fixer sur les ARN interférents de l'importine bêta-1. Mais elle devrait aussi pouvoir se fixer sur l'ARN messager de l'importine bêta-1. Comment ça se fait qu'on ne le voit pas sur cette photo-là, à votre avis? Ouais, c'est ça. Dans la discussion, Nolwenn, tu nous dis que c'est trop haut, puisqu'en effet, en fait, là, cette photo-là, on a zoomé vraiment sur les petits ARN, donc les ARN de 21 à 25 BP. On a peut-être ici des ARN à 40 BP, mais 600 paires de bases, c'est très, très haut dans le gel. Et donc, pour pouvoir les voir, il aurait fallu dézoomer énormément. Voilà, rien de plus à dire pour cette question 4. On continue. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous voulez que je reprenne une partie?
Donc, je vais continuer. Donc, la suite de l'exercice. Donc, on est toujours sur le même dispositif expérimental. Et donc là, on va utiliser une méthode de RT-PCR. Donc, la méthode de RT-PCR a été réalisée pour analyser des ARN provenant de cellules de drosophiles incubées avec les ARN interférents. Donc, avec des cellules à qui on avait donné des ARN double brin. Alors, avec un ARN dirigé contre... Donc, ce sont des ARN interférents qui sont dirigés contre le transcrit de l'importine, bêta 1, ou pas, c'est-à-dire dans le contrôle. Donc, on a deux conditions. Une condition de contrôle, où on n'avait pas donné d'ARN double brin, donc il n'y a pas eu d'ARN interférent. Et une condition ARN-I, ici, où on avait donné des ARN double brin qui ont été coupés en tout petits ARN double brin ARN interférent. Et donc là, on veut regarder l'impact sur la transcription de l'importine. Ici. Donc, deux couples d'amorces ont été utilisés pour ces RT-PCR. Un premier couple qui permet d'amplifier des séquences codant de l'importine bêta 1 pour INT-B1, l'importine bêta 1. Et un deuxième couple d'amorces permettant d'amplifier des séquences codant pour la GAPDH, une enzyme exprimée de façon ubiquitaire. Donc, les résultats sont sur cette figure ici. Question 5. Donc, donner les étapes du protocole de RT-PCR. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape de purification des ARN à partir d'échantillons biologiques. Ensuite, il y a une étape de rétrotranscription pour passer des ARN aux ADN. Et ensuite, on verra, il y a une étape de PCR, d'amplification classique des ADN. Donc d'abord, première étape de purification des ARN. Donc il faut faire une liste des cellules. On prend vraiment un échantillon biologique, ça peut être un tissu, et on va liser les cellules de ce tissu. Donc on se retrouve avec un mélange d'ARN, mais aussi de déchets cellulaires. Donc, après cette liste des cellules et après dénaturation des complexes nucléoprotéiques et inactivation des nucléases. Donc, les nucléases, je vous rappelle, ce sont les enzymes qu'on retrouve un peu partout, sur vos mains, sur les paillasses. Et donc, on fait attention, on les inactive pour pas casser nos ARN, digérer nos ARN. Donc, après toutes ces étapes-là, liste, dénaturation, inactivation, on veut récupérer seulement les ARN. Donc, pour faire ça, on fait des chromatographies d'affinité avec des colonnes d'oligo-DT. Je vous ai représenté ici le schéma de cette chromatographie d'affinité. Donc, on a des colonnes ici. Là, vous est représenté en fait votre mélange ARN avec déchets cellulaires. Et en fait, on utilise des oligo-DT ici, c'est ce petit bout bleu avec plein de petits T ici. Et en fait, les ARN vont pouvoir se fixer sur ces oligo-DT, puisque les ARN possèdent en fait des queues poly A qui peuvent se fixer sur les T AT. Okay. Donc, on va faire passer notre mélange cellulaire dans ces colonnes et les ARN avec leur queue poly A vont se fixer sur les oligo-DT. Et après plusieurs lavages, on va donc enlever tout le reste, tout ce qui n'est pas de l'ARN. Donc, la fraction non liée. Après plusieurs lavages, on passe donc à l'élution. Et l'élution permet de décrocher les ARN avec leur queue poly A de ces oligo-DT pour les récupérer dans la fraction que l'on appelle fraction liée poly A. Donc, on a récupéré, on a purifié nos ARN. En général, pour faire ça, on utilise des kits de biologie moléculaire spécifiques qui font à la fois la lise et la purification en même temps. Donc, ce sont des kits qui permettent d'être assez efficaces et assez rapides. Donc ça, c'est la première étape de purification des ARN. Deuxième étape de synthèse des ADN complémentaires à partir des ARN. Donc, en fait, on fait une rétrotranscription de ces ARN messagers en ADN complémentaire à l'aide d'une transcriptase inverse. Et une fois qu'on a obtenu ces ADN
complémentaire, on peut utiliser une RNase pour éliminer les ARN restants. Donc ici, je vous ai représenté les 3 étapes pour passer d'un ARN messager à un ADN double brin complémentaire. Donc on part de notre ARN messager, on y ajoute des oligo-DT, des DNTP, et on donne aussi l'enzyme transcriptase inverse, donc qui va, à partir d'un ARN, donner un ADN. Et donc, en étape 2, on a bien un hybride ARN-ADN. L'ARN en orange ici, avec un ADN complémentaire qui a été produit grâce à la reverse transcription. Et ensuite, à partir de cette matrice d'ADN, avec une ADN polymérase 1 classique, on va pouvoir reconstituer le complémentaire et donc éliminer les ARN. On obtient bien donc un ADN double brin sur lequel on peut faire une PCR classique. Donc, étape 3, PCR classique. Donc, il y a 3 étapes dans une PCR, une dénaturation, une hybridation, une élongation. Donc, ça, vous l'avez vu en cours aussi. Donc, à partir de notre ADN double brin, la dénaturation va permettre de séparer les 2 brins d'ADN. Après séparation, donc à 95 degrés Celsius, les amorces vont venir s'hybrider spécifiquement sur notre ADN double brin, donc au niveau de la région cible, c'est-à-dire la région que l'on veut amplifier. Donc ici, la région cible, c'est la région en orange. Après une hybridation de ces amorces à 56-64 degrés Celsius, on réalise l'élongation. Donc, c'est la polymérisation des brins d'ADN, synthèse des brins d'ADN complémentaires par l'enzyme que l'on appelle la polymérase. En général, au labo, on l'appelle la TAC polymérase. Donc ça se fait à 72 degrés Celsius. Et ensuite, on rabaisse la température et du coup, les brins d'ADN peuvent se réapparier. Et puis, on recommence l'étape autant de fois que nécessaire. En général, on fait jusqu'à 25 cycles. Et comme ça, on peut amplifier notre ADN et amplifier la séquence spécifique qui est entre nos 2 amorces. Ok, maintenant qu'on a vu le principe de la RT-PCR, on va revenir à l'exercice. Donc, question 6, on nous demande d'interpréter les résultats de la figure et de conclure. Donc, la figure, en fait, c'est le résultat de notre RT-PCR qui est révélé par du BET. Et donc, je vous rappelle, on a bien un contrôle. Donc, ce sont des cellules qui n'ont pas été incubées avec des ARN DB, donc on n'a pas d'ARN interférent, ARNI. Et on a d'autres cellules qui ont été incubées avec de l'ARN DB, qui a pu produire de l'ARN interférent spécifique, ARN interférent spécifique à notre ARN IMPB1. Et on a testé 2 choses, donc l'IMPB1 et l'AGAPDH. Donc, est-ce que quelqu'un peut déjà me décrire ce qui se passe là au niveau de la GAPDH, sachant qu'on vous avait dit dans l'énoncé que c'était un gène ubiquitaire. Je ne me trompe pas. Une enzyme exprimée de façon ubiquitaire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors, je n'entends pas du tout ce que tu viens de dire. Je sais parce que j'ai rien dit. Ah, d'accord. On voit qu'il y a 2 bandes qui sont de même intensité et à la même hauteur. Ok. Donc on peut valider le contrôle. Donc on peut interpréter nos résultats. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, la GAPDH, c'est une enzyme ubiquitaire, c'est notre contrôle positif. Elle est censée être exprimée de manière homogène dans tous les tissus, toutes les cellules, dans nos 2 contrôles. Donc, ici, comme tu viens de dire, on a bien 2 bandes de même intensité, au même niveau. Donc, on a le même niveau d'expression de ce gène contrôle. Donc, on va pouvoir comparer nos 2 conditions expérimentales. On va pouvoir faire un
une comparaison semi-quantitative, puisqu'on sait que dans nos deux conditions, on a déposé, par exemple, la même quantité d'ARN. OK? Approche semi-quantitative. Est-ce que quelqu'un peut me décrire ce qu'on l'envoie ici pour IMPB1? Juste ce que vous voyez au niveau des bandes, intensité. Ouais, alors Nolwenn, tu me dis on voit une bande intense pour le contrôle. En effet, on voit une bande bien intense ici pour le contrôle et une bande plus faible, très faible pour l'autre, pour la condition avec ARN interférent. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'en fait, on a une diminution du nombre de transcrits de l'importine ici. Les transcrits à IMPB1 sont moins importants dans la condition avec ARN interférent que dans la condition contrôle. Dans les cellules qui ont été transfectées avec les ARNI, on a moins d'ARN de l'IMPB1. OK? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, l'ARN double brin qu'on avait initialement introduit, il est efficace pour induire la dégradation des ARN messagers de l'importine bêta-1 dans nos conditions expérimentales. OK? Par contre, on remarque, c'est vrai que l'ARN interférent est venu diminuer la quantité d'ARN d'IMPB1, mais pourtant, on a encore quand même une bande qui est visible. Donc, ce phénomène d'interférence, grâce aux ARN interférents, n'est pas un phénomène qui est efficace à 100%. J'ai une autre petite chose à vous dire là-dessus. Pourquoi, à votre avis, ce n'est pas efficace à 100%? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que on n'a peut-être pas forcément eu une transfection à 100% d'ARNI dans nos cellules. Et du coup, certaines cellules sans ARNI ont pu exprimer des ARN IMPB1. Okay. Une autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, il y a pu y avoir un échappement de ce mécanisme à l'interférence, même si nos cellules ont reçu des ARNI. Peut-être que ces ARNI ne se sont pas bien fixés sur nos ARN de l'importine bêta-1 et donc n'ont pas pu interférer et n'ont pas pu les dégrader. Donc ça, c'était la question sur la RT-PCR. Donc là, on travaille bien sur des transcrits, sur des ARN de l'importine bêta-1. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller voir au niveau de la protéine. Qu'est-ce qui se passe après traduction de ces ARN en protéines? Logiquement, vu qu'on a moins d'ARN de l'importine bêta-1, on est censé avoir moins de protéines bêta-1. Alors, c'est ce qu'on peut regarder en faisant, par exemple, un Western blot. Donc, c'est un Western blot qui a été réalisé pour analyser les protéines provenant de cellules de drosophiles incubées avec de l'ARNI ou pas, c'est-à-dire les contrôles. Et cet ARNI est dirigé contre les transcrits de l'importine. Des anticorps spécifiques pour l'importine bêta-1 et pour la tubuline ont été utilisés pour faire la révélation. Et voilà ce que l'on obtient ici. Donc, on a bien le contrôle ici, les cellules incubées avec de l'ARNI qui est dirigé contre les transcrits et les ARN de l'importine bêta-1 ou contre... non, c'est juste ça, voilà. Et on a ici
une protéine ubiquitaire, donc la tubuline. Voilà. Alors, à votre avis, pourquoi avoir utilisé des anticorps spécifiques de la tubuline et comment interpréter ce résultat? Alors, c'est à nouveau un contrôle positif pour valider l'expérience. Oui, c'est ça, Nolwenn. Donc, on fait comme ce qu'on a fait précédemment. Donc, on observe que dans le contrôle, comme dans les cellules incubées avec du ARNI, on a deux bandes à la même hauteur et de même largeur, de même intensité. Donc, c'est un contrôle de charge. On peut valider les analyses que l'on va faire par la suite. Question 8. Interpréter la différence de niveau de signal donné par les anticorps spécifiques pour l'importine bêta-1 pour les échantillons contrôle et ARNS. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Donc là, ce qu'on regarde, c'est ici, au niveau de la protéine bêta-1. Donc, on a des protéines dans les contrôles, on a des protéines dans les cellules avec les interférents, les ARN interférents. Et qu'est-ce qu'on remarque pour ces deux bandes? Pas la même intensité. Ouais. Nolwenn, tu peux allumer ton micro si tu veux et répondre à la question. Non? Ah, tu peux pas allumer le micro, ok. Donc, dans le contrôle, on a une bande qui est plus intense que dans la condition avec ARN interférent, ARNI. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'utilisation d'ARNI entraîne une diminution de la quantité d'ARN messager d'importine bêta-1 et donc une diminution de la quantité de protéines produites. Là, on regarde bien, on travaille bien au niveau des protéines. Là, c'est bien en Western blot. On regarde les protéines dans deux conditions, un contrôle ou avec ARN interférent. Ici, avant, on regardait en fait au niveau des transcrits, au niveau des ARN. C'était toujours le contrôle et les ARN interférents. Et donc, que ce soit au niveau des ARN, avec des ARNI, on a moins d'ARN messagers de l'importine bêta-1. Et avec ARNI, on a également moins de protéines IMP bêta-1. Bon, ça, c'était la conclusion de la question 8. Question 9. Que pouvez-vous conclure sur l'efficacité de la méthode interférence ARN? Donc, avec tout ce qu'on a dit avant, qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Enfin, en tout cas, avec ce qu'on a dit aux questions 7 et 8. C'est l'histoire de... voilà, c'est ça. Noé, que c'est efficace, mais pas totalement. Hop. La méthode interférence n'est pas efficace à 100%, puisqu'on observe toujours quand même une bande qui est bien moins intense que celle dans le contrôle, mais il y a toujours une bande, que ce soit pour ici la protéine ou que ce soit pour ici les ARN messagers de l'importine. On a toujours une bande, même si elle est beaucoup moins intense. Donc, on peut en conclure que cette méthode est efficace, mais pas à 100%. Et donc, au laboratoire, quand vous voulez faire des expérimentations, il faut toujours faire les deux validations. Aller regarder au niveau de l'ARN, ici, l'ARN messager, et aller regarder aussi au niveau de la protéine. Et je pense que j'ai terminé. Alors, je vais faire un screen pour vos présences. Alors, je vais faire un petit. Alors,
Ne partez pas encore. Ok. Est-ce que vous avez des questions concernant quelques questions du TD ou autre? Je peux Euh, remettre mon diapo? Oui, dis-moi. Moi, juste une question, c'est pour savoir, on vous aura à chaque séance maintenant ou c'était juste comme ça, finalement? Je pense que vous m'avez aussi la semaine prochaine, la semaine d'après. Je remplace Jean-Marc, c'est ça? Comment? Je remplace Jean-Marc Corti Ouais, c'est ça. euh, cette séance et les 2 séances prochaines. Normalement, les 2 séances prochaines, c'est en présentiel, je crois. Ouais, c'est ça, c'est présentiel pour le groupe A et après pour le groupe B. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je vous aurai aussi en présentiel. D'accord, merci. Est-ce que c'était enfin, clair? En fait, je vous avoue, c'était ma première journée de TD, donc j'espère que c'était assez clair. Ok. Bon, on est censé finir à 12h20, je crois, c'est ça? Ouais. Donc, ben, c'est terminé. Pour ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Si certains ont des questions, je peux encore rester quelques minutes pour répondre à vos questions. Et puis, bon après-midi sinon, et bonne journée. Bon week-end, au revoir. Bon week-end.